Bienvenue à tous sur LCI. On commence par la Syrie et Kofi Annan qui se dit horrifié par la tuerie de Oula. L'émissaire international est arrivé à Damas aujourd'hui avant de rencontrer demain Bachar el-Assad pour une discussion sérieuse et franche. Le médiateur de l'ONU demande au régime syrien de prouver sa bonne volonté. On l'écoute. J'encourage le gouvernement à manifester clairement son intention de régler la crise pacifiquement et pour toutes les parties impliquées, d'aider à créer le contexte favorable à un processus politique crédible. Et ce message de paix n'est pas seulement destiné au gouvernement, mais à tous les individus qui portent les armes. Et le massacre de Oula qui a indigné le monde entier. Les Nations Unies ont condamné hier unanimement et une nouvelle fois ces exactions commises en Syrie. Lise Ramboudou-là. C'est peut-être le massacre de trop. Des images épouvantables qui font le tour du monde depuis hier, où l'on découvre des corps d'enfants allongés sur le sol. Ils sont les victimes d'une attaque sur un quartier résidentiel dans la ville de Oula il y a 3 jours. Ces mères de famille blessées dans les bombardements demandent à Bachar el-Assad d'arrêter le massacre. Dans la rue, c'est un père de famille qui crie sa colère à un casque bleu de l'ONU. Je le jure, dit-il, il y a même des bébés qui ont été tués. Pourquoi des bébés? Qu'ont-ils fait? Ils n'étaient pas armés. Cette nuit, le Conseil de sécurité de l'ONU est enfin sorti de son silence. Le régime assassin de Bachar el-Assad enfonce encore davantage la Syrie dans l'horreur et menace la stabilité régionale. Le Conseil de sécurité a condamné à l'unanimité ce massacre. Cette fois-ci, la Russie et la Chine ne se sont pas abstenues. Le responsable est désigné, le gouvernement syrien. Mais le régime de Damas dément. Hier, c'est dans la ville de Hama que l'armée aurait visé des quartiers résidentiels. Le cessez-le-feu semble plus que jamais ignoré alors que le médiateur international Kofi Annan vient d'arriver à Damas. En Égypte, on attend les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Image ici en direct du Caire. Les chiffres diffusés depuis plusieurs jours esquissent un affrontement entre le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, et le dernier Premier ministre de l'ère Moubarak, Ahmad Shafik. Il ne devrait donc pas avoir de surprise. Le second tour est prévu les 16 et 17 juin prochains. Retour en France avec cette semaine de concertation pour le gouvernement Ayrault, avec un dossier épineux, celui des plans sociaux. Demain, le Premier ministre reçoit les syndicats et le patronat. La CGT va lui apporter une liste de 46 entreprises en difficulté. Au total, près de 45 000 emplois sont menacés. Alors peut-on parler d'une explosion des plans sociaux? Élément de réponse avec Nancy Rice. Quand les plans sociaux s'invitent dans les débats, au risque de modifier l'agenda économique du gouvernement, et la polémique ressurgit. Dans un document qui sera remis demain à Jean-Marc Ayrault, la CGT dresse la liste des secteurs menacés. Près de 44 000 emplois seraient sur la sellette, 46 entreprises en redressement ou en liquidation. Des annonces qui auraient été retardées pour cause d'élections présidentielles, selon les syndicats. Le gouvernement précédent s'en défend. Depuis quand un gouvernement donne des consignes à une entreprise privée en lui disant tu vas attendre 2 mois ou 3 mois pour annoncer ton plan social? Ça n'a évidemment aucun sens. Donc j'entends bien cette rumeur qui sort depuis un certain nombre de mois, de semaines. Le MEDEF renchérit et dénonce un habillage politique. Selon la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, 135 plans de sauvegarde de l'emploi ont été enregistrés en janvier-février 2012, en baisse de 18% par rapport à l'année précédente. Je ne crois pas qu'il y ait eu de choses cachées. Et d'ailleurs, honnêtement, ce n'est pas possible de cacher dans la vie d'une entreprise. Quand les choses vont mal, tout le monde le sait. Je ne pense pas que ce soit des entreprises qui ont dit on va attendre, on fera ça s'il y a un changement de majorité. Non. Et les plans sociaux n'ont pas été mis en sourdine pendant la campagne? Mais c'est plus pour ne pas se faire instrumentaliser. Je pense que c'est ça. Invité demain pour un premier dialogue avec les partenaires sociaux, Arnaud Montebourg se penchera sur cette liste noire pour ensuite plancher sur un plan de reconquête industrielle. Pour de nombreux salariés, ce lundi de Pentecôte rime avec journée de solidarité. Jour travaillé donc, mais non rémunéré. Depuis 8 ans, l'objectif est de venir en aide aux personnes âgées et de financer une partie des frais liés à la dépendance. Alors ce système fonctionne-t-il toujours? L'argent va-t-il réellement aux personnes âgées? Explication avec Catherine Combe et Guillaume Aguerre.
Cela fait 8 ans que les salariés travaillent une journée pour financer la dépendance des personnes âgées. Une initiative de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. L'argent de cette journée travaillée représente en moyenne chaque année plus de 2 milliards d'euros. La population vieillit et qu'il va falloir faire des efforts de solidarité pour les personnes âgées. Maintenant, chacun est libre dans l'organisation de son entreprise de s'organiser pour travailler ou non. T'as qu'à fouiller, maintenant c'est plus trop. Ce que les gens font le lundi ou pas, où va l'argent, je sais pas. Justement, où va cet argent? Les sommes récoltées sont gérées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mais selon certains experts, tout n'est pas totalement transparent. Depuis la création de cette journée supprimée, depuis la suppression de ce jour férié, 2,5 milliards d'euros n'ont pas aidé les personnes âgées en plus, mais ont permis à l'assurance maladie et à l'État de faire des économies. Ça veut dire que ces crédits ont été détournés de leur objectif prioritaire. Enfin, beaucoup estiment cette mesure insuffisante, d'autant que la perte d'autonomie des seniors coûte plus de 24 milliards d'euros chaque année. En bref, la piste criminelle semble privilégiée dans l'incendie qui a fait 17 blessés, dont 5 graves, hier dans le 20e arrondissement de Paris. Le feu a pris dans la cave de cet immeuble avant de gagner rapidement les étages, emprisonnant ainsi les habitants. Le pronostic vital n'est engagé pour aucun des blessés. Roméo Langlois sera-t-il libre mercredi? C'est en tout cas ce qu'ont annoncé dans un communiqué les FARC, enlevés il y a un mois dans le sud de la Colombie. Notre confrère de France 24 filmait une opération anti-drogue en compagnie de l'armée. Direction la Grande-Bretagne où l'enquête sur le scandale des écoutes téléphoniques se poursuit. La commission entend aujourd'hui Tony Blair. L'ancien Premier ministre britannique doit notamment se justifier sur ses relations avec le mania des médias, Rupert Murdoch. À noter durant l'audition, regardez cette image, l'intrusion d'un homme, un manifestant qui est donc entré dans la salle d'audition et qui a accusé Tony Blair d'être un criminel de guerre en référence à l'engagement de la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak. L'international Criscito italien ne jouera pas l'Euro. Il souhaite clarifier sa situation judiciaire d'après la Fédération italienne de foot. Décision prise après la nouvelle vague d'arrestations ce matin dans le milieu du foot italien. 19 personnes sont soupçonnées d'être impliquées dans un scandale de paris truqués. Une escroquerie qui pouvait rapporter jusqu'à 2 millions d'euros à chaque rencontre. Olivier Cougar. Le réveil de Domenico Criscito, défenseur de l'équipe d'Italie, a été douloureux ce matin. À l'aube, la police est venue l'interroger au centre d'entraînement de la Squadra Azzurra dans le cadre de l'enquête du Calcio Scommesse. Dans le reste du pays, 19 personnes, dont Stefano Mauri, le capitaine de la Lazio de Rome, ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un vaste réseau de paris sur des matchs truqués. D'après le parquet de Crémone, chargé de l'enquête, des mafias locales et étrangères et des sportifs s'arrangeraient pour influer sur l'issue d'un match afin de parier dessus à coup sûr. Même les plus ardents tifosi n'arrivent pas à y croire. Il y a des gens qui gagnent 600 € par mois ici. Ces joueurs gagnent des millions et ils trouvent le moyen de truquer des matchs pour se faire de l'argent. Ce n'est pas la première fois que le football italien est éclaboussé par un tel scandale. Au début des années 80, l'AC Milan et la star Paolo Rossi avaient été condamnés dans l'affaire des paris sportifs au noir, le Totonero. Plus près de nous, en 2006, la Juventus de Turin avait été reléguée en Série B et privée de 2 titres après la mise au jour d'une vaste affaire de matchs arrangés grâce à des arbitres achetés. Le club turinois pourrait peut-être perdre son entraîneur. Le domicile d'Antonio Conte a été perquisitionné ce matin dans le cadre de cette affaire de paris truqués. Allez, on passe au foot. Le vrai, cette fois-ci avec tout à l'heure sur LCI en direct à 16h15. L'annonce par Laurent Blanc des 23 joueurs qui partiront en Ukraine jouer l'Euro. Les Bleus qui sont aujourd'hui en mini-stage au Touquet. Je vous rappelle qu'hier, les tricolores l'ont emporté difficilement 3-2 face à l'Islande. C'était un match de préparation pour justement cette compétition européenne. On termine avec Roland Garros. Roger Federer, numéro 3 mondial, vient de se qualifier pour le 2e tour. Côté français, Florent Serra gagne par abandon de son adversaire au bout de seulement 5 jeux. Déception par contre pour Alizé Cornet. Elle s'incline en 2-7, 6-4, 6-4 face à la chinoise Cheng Yi. Et restez avec nous tout de suite sur LCI. La météo, Patricia Charbonnier, puis ce sera les coups de cœur des libraires avec Valérie Expert. Bel après-midi sur la chaîne Info.